présenter la critique de War Machine. Une production qui a été reçue de façon tiède, pour être poli. Quelque chose me dit que c'est sorti à un moment étrange pour la série Manhattan Project. Si je me souviens bien, c'était la propriété de Minion Game, le propriétaire et designer, entre autres, là, je crois, de Manhattan Project et 2 Minutes to Midnight est décédé. Et la compagnie puis les propriétés intellectuelles sont restés en limbo. Finalement, ils ont réussi. Puis il y avait un Kickstarter qui roulait pour l'extension de Energy Empire qui était Cold War, si je me souviens bien. Finalement, Grail Game a réussi à racheter la licence et tout ça. Ils ont répondu au Kickstarter. Je ne sais pas ce qui s'est passé en arrière, je ne le sais pas. Mais War Machine est sorti un peu dans cet esprit-là, et je pense que le moment que c'est sorti a peut-être joué un peu sur la réception. Autrement, écoute, pourquoi je m'y suis intéressé, je pense que je te l'avais dit pendant le déballage, j'aime beaucoup l'esthétisme, et on promet là-dedans un engine builder avec des dés. J'aime les engine builders, j'aime les jeux légers, et quoi dire avec des dés, donc d'avoir des travailleurs qui vont changer de tour en tour, je trouvais qu'il y avait quelque chose là d'intéressant à découvrir. Évidemment, comme ça arrive à peu près toujours, je l'ai eu à très bon prix, c'était difficile de refuser l'offre et je me suis lancé. J'ai joué quelques parties et je pense que je suis prêt à t'en parler. Donc, comme d'habitude, on s'en va voir comment se passe un tour de jeu, on va faire la revue morceau par morceau, puis je te redonne mon ressenti. Une partie de War Machine va se jouer sur un nombre de rounds défini par le nombre de joueurs, comme tu vois le jeton ici en haut. 6 tours pour une partie solo ou à 2 joueurs, 5 rounds pour 3 joueurs, 4 rounds pour 4 joueurs. À son tour, un joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre ici les 4 étapes qui correspondent à un tour. Première chose qu'il fait, il va avoir des dés actions. On commence avec 3 et il va les lancer. Tu peux, à condition d'en garder au moins un sur ta brasse, tu peux les relancer jusqu'à 2 fois, peu importe le nombre de dés que tu en as 3, 4 ou 5, tu vas pouvoir les relancer. Donc, exemple ici, je veux garder, mettons, la clé, mais j'aurais envie de vouloir lancer, disons, les 2 autres. Bon, ça va me laisser ici l'opportunité de te montrer quelque chose. Un signe nucléaire, c'est une frime. Ça sert à déclencher l'action que tu veux. Par contre, ça vient avec le malus d'une pollution nucléaire. Une pollution nucléaire qui pourra être plus tard dans la partie nettoyée et remplacer un -1 de pollution par un +1 de conscience environnementale, de recyclage. En ce moment, j'ai -1. Disons que je garde lui. Parfait. Maintenant que j'ai mes travailleurs, les dés ici correspondent à des travailleurs, style placement d'ouvriers, on va pouvoir les placer dans l'ordre qu'on veut sur le plateau des actions. Le plateau des actions en comporte 3. Il y a des actions de type industriel, de type gouvernemental et de type commercial. Donc, disons que je viens ici. Je peux activer dans la portion des actions qui sont en noir. Donc, de ce côté-là, l'action primaire. Dans ce cas-là, ça serait de gagner 2 aciers, de pouvoir remplacer une nourriture pour 2 points jusqu'à 2 fois, 6 sous pour pouvoir tourner un de mes plateaux ici qui me permettrait de gagner un dé, et d'acheter un commerce, soit un commerce d'industrie avec un rabais, ou d'acheter un des 2 autres types de structures en payant un acier de plus. Disons que dans ce cas-là, je décide d'augmenter de 2 aciers. J'ai décidé d'activer ici. Lorsqu'on fait ça, avant de placer nos autres dés, les joueurs autour de la table auront le droit à un tour de réaction. Quels sont les tours de réaction? C'est ceux qui sont dans la colonne en gris. Donc, exemple, j'ai un adversaire qui pourrait dire, moi j'ai envie d'acheter cette tuile-là ici. Donc, sur son plateau de jeu, il y aura ça. On ne remplit pas les magasins tant que le tour n'est pas fini. Ensuite, moi, ce que je dis, c'est j'ai envie de faire une action de type commerce.
Je viens ici, puis là, on est au début de la partie, là, j'ai le goût de me faire de l'argent. Là. Je veux 1, 2, 3. J'ai envie de monter, et je crois que tu ne l'as pas vu ici, c'est le petit plateau qu'il y a là. Attends un petit peu, je l'ai monté de 3, tu es un petit peu hors champ, mais tu as déjà vu ça quand on augmente une piste avec de l'argent. Et même chose, les joueurs autour de la table, ici dans le cas, ça sera un adversaire puisque j'ai mis ça à 1 ou 2 joueurs, vont pouvoir réagir ici. Et ensuite, je vais pouvoir activer mon dé qui est une frime. Il y a aussi des cartes ici qu'on aura pigées au début de la partie qui nous permettent d'avoir disons, une action privée particulière. Donc, je pourrais la mettre là pour activer cette carte-là, mais continuons l'exercice. Je peux les mettre dans n'importe quel des deux, où c'est que j'ai mis un dé, ou celle où j'en ai pas mis, c'est une frime. Donc, disons, là, ici, on part la partie et je décide de faire les 3. Donc, j'ai le goût d'aller chercher 2 barils, ici de nourriture, et les adversaires autour de la table vont pouvoir réagir. Admettons que j'aurais eu un autre dé avec un éclair. Tant qu'il y a eu un travailleur de placer, puis ici c'est démontré là, comme quoi le premier dé doit absolument être un travailleur et les autres peuvent être un travailleur ou un dé d'énergie. Si jamais, maintenant, je voudrais avoir un dé d'énergie, je pourrais le mettre ici et comme on le voit là, ça me permet d'avoir à mon tour une réaction. Donc ici, je pourrais venir, exemple, chercher un sou, mais les gens autour de la table ne peuvent pas réagir à un dé énergie. Et on a fait le premier tour de placement d'ouvriers. Un coup qu'on a fait ça, on ramasse ces dés, on les ramène sur son plateau personnel, puis là, je vais te déplacer un petit peu. Et voilà. Et ensuite, évidemment, on est en début de partie, donc je n'ai pas de structure. Mais pour l'exercice, disons que on va se donner une structure de chaque afin que tu puisses voir qu'est-ce que ça donne. Ceux avec des symboles, ils n'ont pas le choix d'aller sur les lignes avec des symboles. Donc ici, ça prend un petit chapeau, ici, ça prend une clé. Et lui, même si je l'ai mis sur une action avec une étoile, ça reste une frime, je peux le mettre là où je veux. Donc, exemple, je le mets ici. Bon, ben, ici, je n'ai pas de dé, je ne peux pas déclencher mes actions ici gouvernementales. Ici, on voit que la tuile me dit, ça prend 2 dés pour déclencher ça. Ce que ça dit, c'est que pour chaque building de type gouvernemental, je vais gagner une nourriture. J'en ai un ici, donc, et j'ai 2 dés pour l'activer, et donc je peux augmenter ici de une nourriture. Ici, j'ai un building, j'ai un dé, par contre, c'est un bonus de fin de partie sur lequel je devrais travailler. On est en début de partie, donc évidemment, on n'a pas beaucoup de bâtiments. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a différentes façons d'activer les bâtiments. Si on prend l'exemple dans ce cas-là ici, ça dit que ça en prend 2 dés pour pouvoir l'activer une fois. Ici, ce que ça dit, c'est que je peux l'activer 2 fois avec un dé chaque. Donc, mon premier dé servirait à l'activer, et si j'en ai un deuxième, je pourrais l'activer à nouveau. Une autre chose intéressante à savoir, c'est que les dés ne sont pas des consommables. Ça veut dire, je n'ai pas de puzzle à dire, j'en mets 2 là et les 2 autres, je ne pourrais pas les utiliser. Je peux dire ici, mon premier dé, ici, j'active ça et j'ai le goût d'aller chercher un acier. J'ai un deuxième dé ici et je pourrais encore l'activer. Bon, je vais encore aller chercher un acier. Quand j'ai fini, je peux le glisser ici, puis on voit qu'il a été utilisé. Ensuite, j'ai 2 aciers ici, 2 aciers, j'ai 2 dés, donc je peux utiliser mes 2 dés pour activer ça. Les dés ne sont pas consommables, c'est en autant que tu aies le nombre adéquat, tu peux décider ou pas d'activer tes structures. Lorsque ça c'est fini, on ramène les dés sur notre plateau personnel, on reset nos plateaux, on va remplir les magasins et les adversaires autour de la table vont continuer à jouer. Donc, si, disons, j'avais ici notre adversaire et lui, il décide de tourner ses dés. Et voilà, pour l'exemple, on va le mettre comme ça. Alors, notre adversaire décide d'aller ici. Donc, lui, il fait les actions qu'il a. Peu importe ce qu'il a choisi ici, nous pouvons réagir, peu importe avec l'action qu'il y a là. Donc, je pourrais dire, c'est correct, je vais dépenser un acier pour me faire
2 sous. Et je viens de réaliser que je ne t'ai pas tout à fait cadré ici. Et voilà, je t'ai ramené. Donc, ce qu'on a dit, c'est que le dé qui est là, peu importe ce qu'il a choisi, nous ici, on peut choisir ce que l'on veut et j'ai pris cette action-là ici. Notre adversaire continue. Il vient ici, il va lui prendre cette action-là. Nous, on peut prendre celle qu'on veut. Donc, je vais prendre mon action de réaction qui est là, qui est de reprendre mon acier. Notre adversaire décide de mettre ça là. Il choisit un sou. Nous, on ne peut pas réagir sur ça. Il va faire son placement de son côté avec ses propres buildings. Il va resetter les magasins, ce qu'on n'a pas fait nous là à la fin de notre tour. On change de round et on recommence. Les actions, là, grosso modo, il y a des actions d'achat de building. Donc, on en a ici en bas. Chacune des 4e actions s'appelle construire, build, et on va faire le tour des 4. Ici, ça nous permet, l'action primaire, de pouvoir upgrader ces 2 plateaux-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ça nous donne, dans les 2 cas, un dé supplémentaire. Donc, pendant la partie, si je le fais une fois, soudainement, je tombe à 4 dés. Et si je le fais une autre fois, je tombe à 5 dés. D'autant plus que ça va nous donner des points supplémentaires. Il y a après ça toute la question de conversion des ressources en points. Accumulation de ressources, donc chacun, ici ça nous donne de l'acier, ici ça nous donne de la nourriture et ici ça nous donne des sous. Si on regarde ici, si je dépense un acier et une nourriture, je peux... il y a d'autres qui appellent ça expand, mais essentiellement ce que je peux faire, c'est, et là je vais encore te déplacer, c'est que je peux retourner, puis ça, on le remarque ici par le symbole du plus, je peux retourner ces plateaux-là qui me permettent de pouvoir allonger mes différentes pistes. Il y a aussi les 3 plateaux qui sont là, qui me permettent de pouvoir allonger mes pistes de bâtiment, qui seront pratiques, entre autres, pour certains bonus de fin de partie. Si on regarde mon bonus de fin de partie ici, gouvernement, eh bien, je dois finir la partie avec 5 plateaux. Ici, étrangement, il est écrit gouvernement avec une étoile, mais c'est des buildings de type commercial. La partie va jouer comme ça, le nombre de rounds défini, et à la fin, on fait un petit peu d'entretien de fin de partie, c'est-à-dire qu'on va calculer les points qu'on a ramassés sur notre piste, on va calculer chacun des plateaux qui ont été upgradés qui nous donnent 2 points chaque, on va regarder nos bonus de fin de partie, on va calculer nos malus ou nos bonus de pollution, et celui qui a le plus de points gagne la partie. Fait que c'est comme ça qu'on joue une partie de War Machine. J'espère que ça donne une idée un peu là, de comment une ronde se passe. C'est vraiment pas un jeu qui est compliqué. C'est vraiment un jeu, tu sais, au lieu d'être placement d'ouvriers, c'est placement de dés. Donc, ça veut dire que tes types d'ouvriers vont changer, dans le fond, à chaque lancer de dés. Puis, c'est un jeu de conversion de ressources avec un petit peu là, d'engine builder à travers tes buildings. Donc, on va faire comme d'habitude. Donc, on regarde morceau par morceau. On va commencer ici avec les instructions. Puis d'ailleurs, je vais même commencer avec la traduction. Tu regardes ici, les choses ici ont été traduites. Donc, tu vas lancer tout... attends un peu, peux-tu te l'apporter ici? Là, je dois en avoir un. Ouais. Si tu regardes ici, là, tu vas lancer tous vos dés actions, assigner, blablabla. Bla, bla. Ici, j'accepte le fait que ça n'a pas été traduit parce que ça se veut peut-être ce que j'appelle un slogan, mais ici, tu vois Terms and Conditions Apply. C'est comme ça des 2 côtés. Donc, ça a été traduit. Les instructions ont été traduites. Les cartes ont été traduites, mais pas au complet parce qu'ici, tu vois Game End et non pas fin de partie. Les cartes ici d'action privée ont été traduites. Le plateau ne l'a pas été. Donc, Build, Trade, Expand, Finance. On sent que... Et c'est qui? C'est-tu Pixie ou c'est Matago qui l'a fait? On a-tu une idée? Grail Game. Ça a l'air d'être Matago qui l'a fait. Ah, au verso, ça a l'air d'être Matago. Donc, la qualité là, de traduction est coup-ci, coup-ça. Si on regarde les instructions, c'est vraiment pas long.
c'est bizarrement tourné, là, par exemple. Là. Fait que tu as ici le but du jeu, la mise en place, sauf que le dessin de mise en place est là, mais les instructions sont là. Première partie, là, écoute, la mise en place est vraiment facile. Mais tu as les éléments, mais ils ne sont pas, comment je te dirais, là, sont pas illustrés. Donc, tu vas avoir le même focage que tu as quand tu apprends un jeu. Qu'est-ce qu'un plateau cargaison? Qu'est-ce qu'une tuile extension? Qu'est-ce qu'un plateau entrepôt? Puis là, tu te mets à gogosser un peu. Un coup, tu l'as mis en place une fois, tu ne te poseras plus jamais de questions. C'est vraiment simple. Beaucoup de gens ont dit qu'ils n'étaient pas capables de jouer le jeu avec les instructions telles qu'écrites. Je trouve que c'est que c'est que c'est très sévère comme note pour les instructions. C'est loin d'être les instructions les mieux écrites. On sent qu'ils ont voulu faire ça très, très petit. Ça fait penser un petit peu à Tapestry, si tu as essayé là, de Stonemaier, c'est que c'était juste une grosse feuille que tu ouvrais. Mais je te dirais que c'est encore plus clair que ça. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des edge cases qui ne sont pas évidents, mais le jeu il est si peu complexe que j'ai pas eu de misère. Remarque que c'est la version française. Peut-être qu'en anglais, la traduction, elle était moins claire, puis ça a été corrigé pendant la traduction. Par contre, j'ai fort, je m'en doute, je me doute que c'est pas le cas parce que, d'ailleurs, je l'avais pas préparé, mais c'était celle-là. J'ai dû poser une question sur BGG à propos de cette carte-là. Résolvez l'effet d'une structure du district une fois. Quel district? Le district commercial, le district industriel ou... Et le concepteur m'a dit en anglais, c'était Resolve the effect of one structure in the market one time. Donc, dans le marché. C'est pas dans le district. Donc, essentiellement, quand tu mets ton dé là, des 9 tuiles disponibles, tu peux en activer une fois. C'est peut-être le plus gros problème de traduction que j'ai trouvé, mis à part ce qui n'a pas été fait du tout. Sinon, le reste, l'iconographie, elle est très bonne. Ajuste tes lunettes si tu rêves pas. C'est écrit très petit. Je te dirais, là, c'est probablement du caractère 7 ou 8. C'est très clair. La police est claire. Le fond blanc, il n'est pas fatigant. Mais c'était pas le plus simple. Mais tu vois, c'est 6 pages max là, à prendre. Donc, ça, là-dessus, c'est pas long. Je te dirais, là, en dedans de 15-20 minutes, tu es prête à faire ta première partie. Bon. L'ensemble de la qualité des plateaux cartonnés est excellente. Donc, c'est des cartons super épais. Si tu écoutes ici, là. Donc, c'est d'excellente qualité. Certains de mes plateaux ont warpé, là, mes plateaux simple couche, surtout les plus gros, comme celui-là, ils ont warpé après que je l'aille dépunché. Par contre, ça a l'air de s'être replacé assez vite. Depuis le moment que je l'ai acheté, je l'ai joué, je l'ai laissé traîner, je l'ai réemballé et je crois que ça s'est pas mal tout réglé. On peut peut-être en prendre un au hasard ici. Donc, ouais, ça s'est pas mal tout parce que j'en avais qui étaient warpés comme ça, donc qui tenaient juste par les 4 coins, puis j'en ai qui étaient warpés comme ça, donc qui faisaient la toupie sur eux-mêmes, ce qui est fatigant quand tu essaies de monter puis de descendre tes structures, ben là, le plateau se mettait à danser comme ça, puis le fait que tout est collé, ben là, tout devenait un peu croche. Le plateau qui est en morceaux comme ça, j'aime beaucoup. Tu vas me dire que ça vient peut-être par nécessité à cause de tous les morceaux qui doivent être upgradés. Donc, 3 tuiles ici, 4 tuiles là. Celle-là aussi peut être upgradée. N'en reste pas moins que si tu es sur une table serrée, ça veut dire que tu peux réordonner ton plateau comme tu veux. Là, je te l'ai mis dans ce sens-là, mais quand j'apprenais les règlements et que j'avais le livre ouvert, ben, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ce plateau-là ici avec les tuiles d'upgrade qui étaient à côté. Donc, j'avais un plateau qui était beaucoup plus sur la verticale et ça me permettait de ne pas avoir le livre qui marchait, ben, le livre ou la feuille d'instruction qui pilait sur le restant du plateau ou d'avoir un plateau très loin sur ma gauche. Ça, j'ai bien aimé ça. Qualité des cartes, quand on a fait l'unboxing, je t'ai dit qu'il était légèrement tressé, puis on le voit encore un petit peu
peu, je crois, à la lumière, peut-être comme ça. La qualité, elle est bonne. Tu sais, puis le fait que je les brasserai pas, là, tu les brasses au début pour faire la distribution, puis après ça, ils restent à plat sur ta surface. Je vois pas la nécessité de les sleever. C'est un jeu de dés. C'est probablement dans les meilleurs dés que j'ai eu pour un jeu de dés. Il y a eu, quand on a fait une couple de critiques, il y a des fois je te dis, ben, c'est le moment, là, mettons, là, du combat, et il donne un piètre dé en bois, petit et léger. On sent pas l'importance des lancers, ou sinon c'est des dés qu'on lance, mais qui sont carrés. Donc finalement, tu as l'impression que tu les lances, puis boum, ils tombent au carré comme ça. Ceux-là, ils sont arrondis, ils sont gros, ils sont, t'as entendu un petit peu tantôt dans ma Dice Tower cheapette, donc t'as un bon effet de roulis avec. Fait que ça, les dés, je les aime beaucoup. Ils sont pas imprimés, ils sont gravés, ils sont de bonne qualité, et c'est surtout qu'ils sont en quantité suffisante pour dire que les 4 joueurs peuvent upgrader à 5 dés sans qu'on soit obligé de se passer les dés autour de la table. Donc ça, on aime beaucoup. Ici, ils ont évité le calvaire de Terraforming Mars. Donc, tout de suite en partant, ils nous ont donné les plateaux double couche. Donc, c'est très, très, très bien. Petit clin d'œil qui est particulier. Tes points au début, tu ne peux ramasser que 9 points. Si tu n'upgrade pas ton tableau ici, tu vois, tu peux aller à 10, 11, 12, 13, mais sinon, tu es bloqué à 9 points. Donc, même pour ramasser tes points, tu n'as pas le choix de m'emmener de vouloir tourner tes plateaux, parce que sinon, tu vas pouvoir rouler ton engin, mais ça se peut que tu perdes des points, parce que tu ne peux pas les banker. Fait que ça, ici, ça va très bien. Les jetons, je suis mi-figue, mi-raisin par rapport à ça. J'aime le fait que ce sont des morceaux de bois. Comme celui-là aussi, il est très bien, il se tient très bien, il se prend bien. Pourquoi qu'un peu petit, mais au moins, je ne me retrouve pas comme avec d'autres jeux où c'est que tu mets le cube, là, puis il est de côté comme ça, parce que le cube est trop gros par rapport au punch qu'il y a là. Ça ici, le fait que c'est fait en hauteur, ça se tient bien, quoique le fait que c'est porté à tomber. Ici, par contre, je les trouve un peu minces. Le fait qu'ils sont minces, ben, on est toujours porté à accrocher le tableau. Je pense qu'au lieu de faire des beaux petits ronds comme ça, d'avoir eu juste un cube, ça ne t'empêche pas de mettre l'impression dessus, mais d'avoir donné un peu plus de volume, un peu là, comme ils l'ont fait avec ce morceau-là, ou encore mieux que celui-là. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir te le montrer ici, la différence de hauteur. Et voilà. Mais selon moi, ça c'est le minimum, puis ça c'était l'idéal, parce qu'ici, là, tu peux le prendre sans toucher à ton plateau. Ici, là, c'est vraiment bas, puis surtout que l'argent, tu le montes puis tu le descends souvent. Ça, je trouve que c'est une opportunité gâchée. Par contre, évidemment, ils sont en nombre suffisant pour tous les joueurs. Les jetons ici là, de pollution, c'est les mêmes. C'est la même qualité cartonnée, donc évidemment, j'ai rien à dire. Les élastiques viennent de mes affaires pour être capable de le serrer. Le plateau principal. Si tu t'es intéressé au jeu, tu as entendu la complainte du plateau principal. J'aime beaucoup le plateau. Il n'est pas gros pour le fun d'être gros. Bien au contraire, il est petit. Il répond très bien à la fonction qui est de placer les dés, de lire une action, de la prendre, puis d'avoir un marché tout le tour. Il aurait pu faire un plateau plus gros, qui aurait fité plus tête dans la boîte, juste pour donner une impression d'un jeu plus gros, mais je suis, surtout avec la quantité les Anglais vont dire de real estate là, sur la table, d'espace que va prendre ton espace personnel, d'avoir un petit plateau comme ça fait en sorte que les gens vont avoir assez de place, puis on ne bumpera pas toutes les composantes de la table. Ça, c'est vraiment bien. Tu as sûrement entendu parler, il y a eu 3 plaintes principales. 2 qui me font rien, puis une que je comprends. Par contre, j'ai jamais eu l'explication, puis je vais essayer de te la donner. Première affaire, ils disent ici, 2 joueurs, c'est 6, 3 joueurs, c'est 5, puis ils n'ont pas mis ici 4 joueurs, 4 tours. Bah, tu sais, 4 pour 4, puis ici, tu vois, c'est en grisé, c'est en foncé. C'est vraiment important. Moi, je pense que, boum, tu mets 4. Là. Puis surtout, un coup que c'est fait une fois,
C'est fini. C'est pas quelque chose que tu te sers parce que c'est ton point de départ, puis après ça, tu le descends. Fait que, ben, il y a des gens qui trouvaient étrange que le magasin ici soit de haut en bas, ici de gauche à droite, mais ici de bas en haut. Quand tu joues tout seul, c'est effectivement étrange parce que tu serais porté à vouloir un setup à la Mage Knight où des deux rivières descendent vers toi. Là. On se rappelle là, dans Mage Knight, il y avait un des tableaux, là, je me rappelle plus, là, je pense que c'était le tableau d'expérience, puis on mettait, mettons, une rivière de cartes de chaque côté, puis on devait les descendre à chaque round, whatever. Mais par contre, ici, je trouve que ça garde la logique de dire que peu importe de quel côté de la table tu es, c'est toujours de gauche à droite étant le moins cher, à gauche étant le plus cher. Et je trouve que ça fait du sens de dire que tu n'as pas à changer ton état d'esprit selon le côté de la table où ce que tu es. Par contre, tu as sûrement entendu parler souvent du noir-gris, noir-gris, gris-noir. Qu'est-ce que ça veut dire ici? L'action principale, elle est à gauche, l'action de réaction, elle est à droite. L'action de placement d'ouvrier est à gauche, l'action de réaction est à droite. L'action de placement d'ouvrier est à droite, l'action de réaction est à gauche. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais Eric, c'est facile, tu sais, tu as le code de couleur, puis il est écrit dans le livre, là, le foncé, c'est pour l'action travailleur, et le gris, c'est pour l'action de réaction, fair. Regarde, dans les faits, l'expérience, qu'est-ce qui arrive? Tu mets ton dé, ici c'est le dé, c'est le premier dé là, pour activer. Ce qu'on a dit pour mettre une réaction, il fallait d'abord que tu mettes un travailleur. Fait que si je mets un travailleur, je ne suis pas porté à regarder foncé ou pâle, je suis porté à regarder en dessous. Et je descends, et c'est ça que je regarde. Oui, il y a la couleur, mais ici tu mets, tu sais, dans le feu de l'action, tu le mets en dessous. Et quand tu arrives ici, je le mets là, et c'est les actions de réaction qui sont en dessous. Donc, au-delà de la couleur, merci de nous avoir mis comment je dirais, la légende de couleur. Ben, tu sais, c'est à la limite, il avait dit, OK, parce que s'il voulait un style, comment je te dirais, donc un style visuel particulier, il voulait absolument que les deux bandeaux foncés soient là, ben, au moins, il aurait pu inverser ces deux logos-là. Donc, on sent que il y a de quoi dans le design aussi qu'il y a probablement entre ce qui a été décidé d'un bureau puis un coup que ça a été rendu au printer. Tu sais, il y a quelque part, il y a quelqu'un qui savait plus dire est-ce qu'on inverse ces deux-là ou ces deux-là, on touche à rien. Qui fait en sorte qu'on a fini avec cette patente-là. C'est-tu game-breaking? Non. C'est-tu fatigant? Étonnamment, oui. Et je suis le premier qui trouve que des fois, les gens sont très plaignards pour ce genre de truc-là. Mais je dois dire, pareil comme tout le monde, je me suis retrouvé à mettre le dé et à faire ah, c'est pas en dessous, c'est de l'autre bord. Il y a quelque chose d'un peu, je vais le dire, gossant avec ça. C'est un, appelons ça, là, c'est un faux pas. C'est pas important, c'est pas game breaker, mais sur un jeu qui est assez léger et qui, somme toute, assez élégant. Ça te rappelle qu'il y a, disons que j'appelle ça un petit coup d'amateurisme là-dedans au niveau du développement. On a parlé des instructions. Par contre, il y a eu une forte réaction à dire qu'il n'y avait pas de glossaire des différents buildings. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis mi-figue, mi-raisin par rapport à ça parce que je l'ai imprimé parce que le document existe. Mais l'iconographie est tellement claire que je ne vois pas vraiment le besoin. Je pense que je m'en suis servi une fois, puis c'était pour confirmer ma compréhension. C'était la baraque ici qui dit grosso modo que pour le nombre de dés que tu as, ben, tu fais un sou, incluant les dés que tu as au départ. Mis à part ça, je ne me rappelle pas avoir accroché sur l'iconographie, sur la façon de jouer. Il y a ici quelque chose qui est une erreur, puis malgré ça ici, c'est pas supposé d'être ce logo-là, c'est supposé être le logo d'upgrade de dés qui est ici. Mais pour upgrader un dé, ça te prend 6 sous.
Donc, c'est-tu 6 sous plus 6 sous? Voici ce genre de questions que je vais devoir demander sur un des forums juste pour ma compréhension sur comment marche cette action-là. On a fait l'ensemble des morceaux. Je crois, puis la boîte, elle est rigide, elle est de place suffisante pour tout mettre et surtout pour tout mettre avec des petits plats de classement. Donc, tu sais, par exemple, les jetons ici, au lieu de les mettre dans un petit sac, ben moi, je fais juste prendre un Geekbox, je mets le couvert dessus, puis quand tu veux jouer, tu les sors. Même chose pour les petits jetons ici. Là, j'ai pris un petit truc à sauce, puis j'ai mis mes petits jetons dedans, tu enlèves le couvert, puis zip-zap, t'es prête. Qu'est-ce que j'en pense de ce jeu-là? À la base, je trouve que c'est un jeu qui marche très bien. Il est très léger. Attends, c'est sûr qu'en étant, moi, je n'ai joué, je n'ai pas joué Manhattan Project. Je n'ai joué que Energy Empire, qui n'est pas un Manhattan Project proprement dit, ni entre le premier, ni 2 Minutes to Midnight. Mais ça a fait ce que je m'attendais de faire. Donc, c'est un placement d'ouvriers avec des ouvriers qui changent. Tu places des trucs, puis après ça, tu rappelles tes dés et tu actives tes buildings. Beaucoup des trucs, bien que ça s'appelle Manhattan Project, je trouve que ça a beaucoup en commun avec Energy Empire, qui a été designé par Luke Lawrie. Donc, Luke Lawrie, c'est aussi Dwelling of Elder Vale, c'est Andromeda's Edge, et son truc à lui, c'est d'utiliser le placement d'ouvriers 2 fois. Une fois sur le plateau et une fois sur le retour. Et qu'est-ce que je trouve vraiment agréable là-dedans, c'est que tu n'as pas une quantité de règles qui t'empêchent de faire des affaires. Au contraire, le système est ouvert. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il y a bien des jeux là, qui auraient tenté de faire cette dynamique de jeu-là qui aurait dit OK, je le place là. Là, il t'aurait dit de toutes les placer, puis il va dire mettons, moi, je décide que je fais ça. Et puis là, ça aurait été la réaction, l'adversaire ne peut pas rien faire. Puis là, il y aurait eu un jeu de souk à la corde, là, de tug of war, d'essayer de quel coup que je prends, mais qu'est-ce que je donne à mon adversaire. Non, c'est simple, je me mets ici, je choisis ce que je veux, et mon adversaire de l'autre côté, il prend ce qu'il veut. Il y en a 4 d'un bord, il y en a 3 de l'autre, il y en a ici avec les buildings. Tu peux acheter à rabais un des buildings ici ou avec une surtaxe les 2 autres dans les marchés. Ici, tu peux juste acheter un building du triangle, de l'arbre technologique qui est là. Ensuite, quand tu rappelles tes dés, si mettons les éclairs, ici j'ai un plateau, ben, tu n'es pas obligé de dire si j'ai joué ça comme ça, ben, le chapeau doit être joué sur un chapeau. Mais l'éclair, je peux décider de la mettre ici, sur un autre track. Donc, le jeu, il est fait pour t'en donner. It keeps on giving. Et ça, j'ai bien aimé ça. Rappelle-toi, là, ce que je dis souvent, c'est que je préfère un jeu qui te donne beaucoup de ressources, qui est ouvert, et c'est à moi d'en faire le maximum avec, plutôt que de me donner quelque chose qui est hyper serré, puis que j'ai l'impression que je perds des tours, puis j'ai un adversaire plus brillant que moi qui vient ici, puis qui m'empêche de faire des trucs, puis je me retrouve avec une scène, puis je suis pas capable de bouger. Rarement, sauf si les dés ne roulent pas pour toi, tu vas être pogné à ne pas avoir de ressources. Tu ne pourras peut-être pas toujours faire ce que tu veux, mais tu auras toujours assez de ressources pour faire quelque chose d'intéressant. Par contre, je te dis ça pour l'avoir joué à 2 mains, donc j'ai simulé une partie à 2 personnes. Je l'ai essayé solo. Je l'ai essayé solo avec une tweak. C'est un jeu qui est en pleine conscience. Je ne peux pas te conseiller pour jouer solo. Le jeu solo, tel qu'il est écrit dans la boîte, te fait jouer pendant 6 rounds, te fait mettre de côté les cartes d'effets particuliers et les cartes de bonus, donc appelle ça là, de milestone, comme tu veux. Là, donc, ce que tu cours, dans le fond, là, ce que tu vas essayer de résoudre. Et tu n'as pas de tour où tu aurais, mettons, un lancer de dés virtuel, de dire, bon, tu fais ça comme ça, puis et on se fout de l'action primaire, ça te donne 2 réactions, puis une réaction de l'autre bord. Il n'y en a pas de ça ici.
C'est vraiment juste, tu lances tes dés, mettons 3D, tu prends tes actions, tu actives tes buildings, puis tu relances 3D. Il n'y a pas de mécanisme pour faire bouger les rivières de building. Donc, tu perds l'utilisation des cartes. Tu perds l'utilisation de la réaction, qui est une partie qui est importante du design. C'est là que c'est le fun de savoir qu'est-ce que tes adversaires vont rouler, parce que toi, à ton tour, quand ça va revenir, là, il te manque un peu d'argent, mais si tu as un ou deux adversaires là, qui ils vont jouer des chapeaux, et je vais peut-être être capable d'aller chercher mes sous. Ça, c'est cool. Il y a un building qui est là. J'espère qu'ils n'iront pas le chercher parce que ça irait bien dans mon engin sur mes buildings ici. Et ça, tu ne l'as pas. Et donc, je ne peux pas te conseiller ce jeu-là en solo. À deux mains, c'était bien, mais évidemment, là, il manque l'attention parce que là, je réfléchissais à deux têtes. Donc, j'étais jamais dans, j'appelle ça l'excitation et l'anticipation de dire qu'est-ce que l'autre va rouler et où choisir sur le plateau. Quand tu le vois, là, il roule quelque chose, puis tu fais « Oh, j'espère qu'il va garder son chapeau, puis il met son étoile de côté, puis il roule son chapeau. Oh non, j'en avais besoin. » C'est quelque chose qui, selon moi, va être très précieux dans une vraie partie à deux et non pas à deux mains comme j'ai fait. Mais je crois quand même que c'est un jeu qui va shiner à 3. Justement parce que, minimalement, avant que ça revienne à toi, il y aura au moins 6 dés qui vont être brassés. Et donc, 6 actions de réaction avant que ça revienne à toi. Donc, tu as le temps de ce que je dis, de te refaire avant de jouer. Donc, tu sais, c'est toujours l'espèce de, dans le fond, les taux de production, quasiment, ils se font sur le dos de tes adversaires. Quand ça revient à toi, c'est le taux de jouer. Tu ramasses tes trucs, tu actives tes buildings, oui, tu fais un peu de production, mais le temps que ça tourne, tu en prends des actions intéressantes, tu en achètes des buildings peut-être en préparation de compléter un de tes milestones ici, peut-être pour te donner les ressources qui te manquent pour pouvoir compléter d'autres choses. Mais j'insiste, c'est un jeu qui est léger. C'est un jeu qui est léger comment jouer une partie solo là, telle que prescrite dans le livre d'instruction, ça me prend à peu près 20 minutes. Peut-être 25, le temps de setuper et de ramasser. En dedans d'une demi-heure, tu as joué, et je admets que ce n'était pas une demi-heure qui était super enlevante. Ça ressemble à quoi? Moi, j'aime beaucoup, en français, c'est les hauts fourneaux, furnace. Furnace, pour moi, j'ai essentiellement le même sentiment de jeu. C'est léger. Tu vas me dire, ouais, mais tu n'as pas la portion de placement puis de bidding. Non, mais quand même, le temps que les autres vont placer des éclairs, tu as quand même là, l'espèce de je vais-tu avoir les ressources que j'ai besoin, puis après ça, tu roules ton petit engin à toi, tu roules tes trucs, tu échanges tant de bouffe pour tant d'acier, puis tant d'argent pour ça, puis tu essaies d'acheter tes buildings. C'est pas plus profond que ça. Si tu es gazé de ces genres de jeux-là, tu vas trouver ça très ennuyant. Si c'est le genre de jeu que t'aimes ça léger, c'est borderline gateway, là, ça, là, c'est, mettons, là, quelqu'un là, que tu as fait essayer là, un pandémique, là, il est capable de jouer à ça. Le temps là, qui se démêle un peu là, avec le fait que ça peut avoir l'air impressionnant d'avoir un gros plateau, mais c'est un gros plateau qui fait rien, là, c'est juste, ici tu rajoutes, tu as le droit à 3D, mais tu en rajoutes 2 ici. Ici, ça compte jusqu'à 9, puis tu peux compter jusqu'à 10 et 11 et 20 et whatever. Fait que tout se fait très, très, très facilement. Fait que c'est ça qui va compléter la revue de War Machine. Essentiellement, c'est pas aussi mauvais que ce que j'ai vu dans les revues. Peut-être parce que les gens s'attendaient à plus à cause du nom Manhattan Project. Moi, je trouve que ça a l'air d'être Energy Empire, de Dice Game, Light. Tu as les mêmes trucs, tu as des structures à lancer qui étaient la même affaire que les cartes dans Energy Empire. Tu as essentiellement les mêmes ressources, l'argent de l'acier. Hey, by the way, là, ça, selon le livre, ça s'appelle de la nourriture, ce petit logo-là. Est-ce qu'Uwe Rosenberg, il s'est mis le pied dans le soupape du design? Ça devrait être de l'huile. War Machine. Pas Harvest Machine, War Machine, de l'acier et de l'huile ou du pétrole. Pourquoi ils ont décidé que ça c'était de la bouffe? J'en ai aucune idée.
Tu sais, quand il y a des trucs que je trouve un peu imbéciles, mais tu sais, ça change rien. C'est une ressource, c'est de la ressource rose. Par contre, il y a peut-être une façon pour le soloiste de s'en sauver, mais ça va être pour une autre fois. C'était la revue de War Machine et j'espère que ça a répondu à certaines de tes questions. Si jamais j'ai manqué des points importants, parce que tu sais, je fais ça à Adlib, écris-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre, peut-être dans un podcast, une vidéo ou en commentaire. Et nous, on se revoit très bientôt en table. Salut là!